un petit bruit buccal subtilement dosé, le chip est en danger. Rendez-nous les chips. Salut à toutes et à tous, le pays est bloqué par des grèves, vous travaillez de chez vous, penchez sur votre ordinateur, vous faites tout pour ignorer votre télévision, mais elle est là. Votre pouce accélère, vous avez chaud, c'est comme si la présence de l'écran derrière vous vous brûlait la nuque, et soudain cette petite voix envahit votre tête. Netflix, OCS. Eh bien moi je dis, soyez fortes, résistez à la tentation, n'allumez pas votre télévision et à la place, écoutez plutôt des podcasts. Détendez-vous. Ouais, vous écoutez le Chip, je m'appelle François Olac et je suis comme d'habitude avec Kevin Donat. Ouais. Pour cet épisode, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Faut pas que je me gourre entre les deux. La mauvaise nouvelle, c'est que Mélanie n'est pas avec nous aujourd'hui, elle est un peu malade. Le froid et les grèves ont eu raison de sa présence. La bonne nouvelle, c'est que on a un petit chiffre. Evie, sauras-tu deviner notre chiffre porte-bonheur pour cet épisode ? 573. 573. 573. 573, c'est le nombre de contributions à notre campagne de financement sur Ulule. On avait un objectif de 500 précommandes, vous avez explosé les scores. Grâce à vous, grâce à votre soutien. Merci la famille. Le jeu de société, le Chip, va exister. Ça va être matériel, ça va être réel. Ça va être réel, it's real. C'était un week-end assez épique, non ? C'est incroyable, on a vendu 300 boîtes sur 573 en genre 4 jours, quelque chose comme ça. C'est un truc de ouf. On aurait dû faire la campagne juste en une semaine en fait. On aurait juste faire une semaine, c'était bon. Non, j'avoue, c'était une grosse remontada. Je crois que le vendredi, on était à un truc comme 280 contributions, quelque chose comme ça. Personne n'y croyait, personne ne croyait en nous, on misait rien sur nous, les gens mettaient pas un copain. On était seuls contre tous. Ouais, et puis je sais pas, il y a eu un miracle dans le week-end. Un miracle un peu de lobbying peut-être de notre part. C'est ça, le harcèlement paie. C'est pas ce que je voulais dire, mais... Kevin, on va pas finir 2019 sur ce genre de paroles. Bref, encore une fois, merci. Un énorme merci à toutes les personnes qui ont contribué. Merci à tous les gens qui ont retweeté nos différents liens, qui ont accepté nos spams. Merci aux personnes qui sont venues à notre soirée également de soutien de la campagne Ulule. Merci aux gens qui ont parlé du projet autour d'eux. On n'aurait rien été sans vous. Merci à mes parents, merci à Dieu. Merci aux médias qui ont partagé aussi. On pense notamment à 20 minutes. À Claudie Siard sur RFI. À Jeune Afrique également. À Jeune Afrique, ouais. Plein de gens qui ont été cool. On a reçu une vague de soutien franchement sans précédent. C'est vraiment dommage que Mel soit pas là pour le coup pour remercier tout le monde également parce que la go a charbonné. Ouais, elle a mis son corps à disposition pour alors ça non plus on va pas le dire. Non mais son corps et sa force, tu vois, elle a payé d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est. Moi je vais te laisser ramer. Non mais ouais, vraiment Mélanie s'est énormément investie dans la campagne et voilà, j'espère qu'elle aura le temps de vous remercier dans sa propre voix sur Twitter tranquillement et dans la prochaine émission. Bref, dans ce dernier épisode de l'année, c'est un épisode un petit peu throwback, retour en arrière, flashback. Comme c'est le dernier épisode à la fois de l'année 2019, mais également de la décennie 2010, on s'est dit qu'on allait faire un épisode un petit peu réflexif, une sorte de petit retour en arrière sur deux trucs, un chacun, qui nous ont marqué à propos de la pop culture de ces 10 dernières années. Donc voilà, moi je vais parler d'une certaine icône de la musique absolument incontournable et controversée. Et toi, Kevin ? J'ai envie de faire un throwback 2019-2009 sur à quoi ressemblaient les noirs sur écran, dans les salles, en France, dans le cinéma français, quoi. Et avant ça, évidemment, on va faire... trash iconique. Kevin, est-ce que tu penses qu'il faut arrêter de rapper devant des personnes blanches ? Oui, moi qui ai une carrière de rappeur, non, j'ai pas d'avis sur la question, ne se prononce pas. Dans l'épisode dernier, en plus, on a reçu Yérim, mais du coup, on a un petit peu parlé de la place des personnes blanches dans la culture rap. Et si je te pose la question, c'est parce qu'il y a une actu qui a retenu mon attention ces derniers temps. C'est une rappeuse de Chicago qui s'appelle No Name, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. No Name Gypsy, de son nom entier. Une meuf qui a rappé avec pas mal de gens de la scène de Chicago, tu sais, de cette scène un peu,
j'ai envie d'utiliser le mot soulful, même si c'est un peu un truc d'ancien. C'est un petit peu R&Bisant, non? Ouais, voilà, c'est ça, du rap un peu R&Bisant qui se revendique un peu, tu vois, de Erykah Badu, avec beaucoup de spoken word et de poésie, avec des gens comme Saba, Smino, tu vois, toute cette scène-là. Ouais. Et en fait, No Name, la semaine dernière, elle a tweeté un truc qui était assez intéressant. Elle a tweeté une femme avec un visage de clown, et elle a dit ça représente moi qui suis constamment en train de créer du contenu, de l'art et de la musique, qui est pourtant consommé en priorité par des personnes blanches qui préféreraient me chier dessus plutôt que de challenger, de remettre en question leur propre libéralisme, leur propre croyance, on va dire, de gauche, une forme de bien-pensance, même si le terme est un peu biaisé en France. Parce que certaines de ces personnes, donc de son public blanc, pensent que le fait d'aimer la musique de Lizzo fait que tout de suite, ça veut dire qu'ils n'ont plus aucune tendance, on va dire... écoute, elle le dit, racist tendencies, des tendances racistes, tout simplement. Pour comprendre un peu d'où vient le tweet, déjà, faut un peu écouter la musique de No Name. Sound like Mississippi, sippy cup. Baby turn Bibby up. Henny invented the catalyst for happiness in my cup. This sound like kiddies on the playground. Mama was running up. Ooh, you about to get your ass beat. This sound like niggas. No Name, donc c'est, comme je disais, c'était du rap assez. Quand t'entends, tu vois, c'est assez friendly quand même. On va dire que c'est pas. No Name ne représente pas, tu sais, la tendance la plus clivante du rap. Quand j'écoute de la trap, je sais que j'écoute de la musique qui n'est pas friendly pour tout le monde. Ouais, mais qui est devenu aussi d'une certaine façon. Enfin, tu écoutes les musiques de pub et tout, tu vois, t'as des éléments trap qui reviennent dans. Qui reviennent. Oui, parce qu'il y a des gens qui l'ont adapté de manière un peu grand public. Mais quand t'écoutes, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Quand t'écoutes du Caris en mode hors noir ou des trucs comme ça, je suis des trucs un peu moins récents. Tu vois, c'est une partie du rap qui est clivante. No Name, elle est dans cette partie du rap que même les gens, tu sais, qui aiment pas trop le rap, tu vois, parce qu'ils trouvent ça justement trop violent, trop électronique, avec des flows trop saccadés ou trucs comme ça. On se sent à l'aise quand on écoute No Name, tu vois. Son album Téléphone, qui est sorti en 2016, si je ne m'abuse, est vraiment à l'image de ce genre de musique. Et donc ça m'étonne pas qu'elle se pose cette question, en fait, parce que son genre de musique est accessible et fait que on est plus dans un public type Pitchfork, tu vois, un peu pointu, une sorte de hipsterisme, et donc beaucoup de personnes blanches qu'un public, je sais pas moi, d'un Young Thug, bien que même Young Thug aujourd'hui soit aimé par des gens par tous et par des gens de la hype. Et donc je trouvais ça intéressant parce qu'en gros elle pose deux questions que je trouve assez cool. La première, c'est, et ça, justement, je sais pas si vous en avez parlé beaucoup pendant l'épisode précédent, c'est est-ce que le rap, l'univers du rap et la blanchité sont des univers qui sont intrinsèquement opposés ou du moins exclusifs, tu vois? Est-ce que les deux sont compatibles? Qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'en fait, on a surtout parlé, on a abordé la question des rappeurs, des blancs en tant que rappeurs, mais pas des blancs en tant qu'auditeurs. Et No Name, elle semble dire que c'est ça qui la saoule, en fait. C'est pas tellement les artistes blancs qui font du rap, c'est le grand public blanc qui reçoit sa musique, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est plutôt la façon dont sa musique est consommée. Je pense qu'elle en a un peu marre, finalement, de s'adresser à un public qu'elle pense, qu'elle sait être, tu vois, politiquement à l'opposé de ses propres convictions, et c'est ça que je trouve intéressant. Et tu parles des rappeurs blancs dont on parlait dans l'épisode précédent, mais je pense que la question se pose encore plus pour eux, tu vois, parce que quand j'ai que des références de vieux aujourd'hui, mais quand Eminem est arrivé, c'est l'épisode Throwback, on l'avait dit. Donc, pas 10 ans mais 20 ans, quoi. Ah ouais, merde. Quand Eminem est arrivé sur la scène hip-hop, il était vu comme un oxymore, tu vois, vivant, quoi. Après, ça l'a pas empêché d'avoir une carrière énormissime. Grâce à la cooptation de Dr. Dre, etc. Il faut quand même le rappeler. Bref, je trouve que c'est une question intéressante. Et la deuxième question qui est intéressante, et qui rejoint la première, c'est la démographie du rap, l'évolution de la démographie du rap. Parce que justement, alors même que la musique rap, surtout aux États-Unis, est considérée comme une musique d'abord noire, et donc qui représente politiquement, et c'est comme ça que je pense que No Name l'entend, tu vois, qui représente politiquement des intérêts, l'intérêt des personnes noires. Elle estime que
que les personnes blanches sont du coup pas les bienvenus entre guillemets dans cet espace. Et pourtant, quand on regarde la démographie à la fois des consommateurs de musique, de streaming, etc., et des concerts, c'est pourtant l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que les concerts sont très majoritairement blancs, les concerts de rap. Je pense pas que sa solution ça soit la meilleure de claquer la porte et d'arrêter la musique, machin. Mais je trouve intéressant de mettre comment dire, son argent où ça bouchait. C'est ça l'expression ? Oui, en anglais, oui. Parce que, effectivement, je pense que si le rap arrive, quand je dis rap, c'est très général, tu vois, arrive à être une musique dominante, c'est que nécessairement, il y a des blancs qui consomment, puisqu'ils sont, par le fait, la majorité. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que les blancs sont dominants, sont dominants en chiffres, en nombre, sont la majorité. Donc du coup, ça dépend dire quel pays tu trouves, mais oui. Non, mais dans les pays occidentaux, tu vois. En tout cas, ouais, dans le pays de No Name, c'est clair. Pour l'instant. Et donc du coup, il y a une certaine cohérence à vouloir dire, moi je fais une musique pour les Noirs, et étant donné que le rap aujourd'hui est majoritairement écouté par des Blancs, mais ça correspond plus à ce que je veux faire et je m'en vais. Moi, c'est pas ce que j'aurais fait, mais je trouve la démarche intéressante, on va dire ça comme ça. Mais j'aurais pas fait ça. Il y a un article super intéressant du site Fader, qui est paru en juillet 2018, que je vous mettrai en lien évidemment dans les références, qui s'intitule Have White People Stolen Rap Concert Too? Donc est-ce que les personnes blanches se sont également appropriées, accaparées les concerts de rap? Est-ce que... Mais je pense que l'appropriation culturelle, et on en a déjà parlé il y a longtemps, je pense que l'appropriation culturelle existe, mais pas dans le cadre de musique ultra capitaliste où les gens vendent des tickets et des albums et du streaming et des choses comme ça. C'est pas comme si c'était la culture d'une tribu amérindienne qui vivait reculée, qui avait des blancs qui arrivaient, qui disaient c'est super cool. Ça reste une culture dominée, quoi, tu vois. Et le capitalisme est la condition sine qua non à l'appropriation culturelle. Ça reste une culture mercantile, tu vois. Les mecs, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez plein de thunes ? Vous voulez du succès, c'est ça ? Ben écoutez, vendez votre truc à tous. Si vous voulez en faire un truc super homogène et entre vous, etc., faut pas. Enfin, je pense qu'il faut pas aller sur les plateformes de streaming et aller dans des festivals et faire des tournées internationales. Si tu fais, par contre, c'est que pour les Noirs, tu vois. Si tu veux vraiment rester dans un délire de pureté, tu vas pas vers la consommation. Enfin, tu vois, vers la société de consommation. Et en même temps, tu veux manger, tu veux vivre. Il suffit pas de souhaiter sortir de la société capitaliste. Non, mais tu peux en sortir. Tu peux être un rappeur qui vit en galérant et qui fait pas des disques de platine. Personne veut ça. Et les gens se sont mis à rapper professionnellement aussi pour justement subsister, quoi, et raconter leurs histoires, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une question intéressante. Et en fait, le titre de l'article de Fader, je te l'ai traduit, je te l'ai traduit mot à mot, en fait, parce que là j'ai le titre en anglais sur mes notes. Mais l'article ne parle pas d'appropriation culturelle au sens appropriation culturelle du terme. Ça parle en fait de stolen, tu vois, ça parle plutôt du fait de est-ce que les personnes blanches finalement ont réussi à investir l'un des derniers espaces, selon l'auteur de l'article, qui était quand même, tu vois... Dis-le, parle d'invasion. L'article commence de manière intéressante. Le journaliste était à un concert aux États-Unis. Tu sais, il y a eu une tournée du label TDE, donc le label Top Dog Entertainment, avec Kendrick Lamar, SZA, J-Rock, Schoolboy Q également, Absol, donc que des très gros artistes rap. Et donc le mec rentre dans cette espèce d'immense arène. Et il n'y a que des personnes blanches, il se rend compte qu'il n'y a que des personnes blanches, et c'est de là que part la réflexion de l'article. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça crée ça interroge cette sorte de tension qui existe lorsqu'une culture, et c'est là où je te rejoins pas, tu vois, lorsqu'une culture faite par des personnes dominées et pour des personnes dominées devient une culture dominante, tu vois, mais dans un cadre qui ne la favorise malgré tout pas, quoi. On a beau la culture hip-hop a beau être la plus influente et la plus rentable, elle fait toujours partie d'un système qui ne favorise pas les personnes qui la produisent. C'est ce qui se passe tout le temps avec les Grammy, les trucs comme ça, les machins comme ça, tu vois. Donc c'est de là que vient cette tension, en fait, selon moi. Mais et l'autre truc qui crée la tension, c'est que paradoxalement, et là par contre je te rejoins, paradoxalement, c'est aussi le fait qu'il y ait plein de personnes blanches au concert de rap
qui est une forme de victoire, quoi, pour la culture. Qui est une victoire pour la culture. Alors, le côté victoire, parce qu'on vivre ensemble et qu'on est tous frères et sœurs, je sais pas si c'est ça la victoire, mais en tout cas, la victoire commerciale, oui. Pas seulement commercial, moi, je pense. Enfin, je sais pas, à partir je pense que si No Name s'en va, c'est parce qu'elle considère que juste des blancs et des noirs qui font la fête ensemble, qui écoutent la même musique, c'est pas une victoire de ouf. Enfin, symboliquement, c'est joli, mais c'est peut-être justement pas ça qu'elle cherche. Ouais, ou alors peut-être que elle se rend compte que les gens qui consomment sa musique n'évoluent pas, tu vois, politiquement, peut-être, elle fasse une forme de, je sais pas d'hypocrisie, mais tu vois, de double standard. Je sais pas. En tout cas, c'est une question intéressante. Et même si No Name, c'est une artiste relativement niche, on va pas l'appeler indépendante, mais une artiste relativement niche aux États-Unis, je trouve que son geste, en effet, est la preuve d'une forme de cohérence politique, et ça soulève un débat qui est intéressant, et que, bon, j'ai l'impression de dire ça à chaque émission, mais j'aimerais bien qu'on ait un peu plus ce débat en France, en fait. J'aimerais bien qu'on voit plus le rap en France comme une musique noire. Voilà. Alors, Mélanie étant absente, je me retrouve à porter le trash iconique des réseaux. Aujourd'hui, on voulait vous parler de la nouvelle Miss Univers qui s'appelle Zozibini Tunzi. Lundi dernier, on a eu l'élection de Miss Univers à Atlanta, et c'est la victoire d'une femme noire de 26 ans qui est sud-africaine. Pourquoi est-ce que c'est notable ? Alors déjà, c'est la première fois que Miss Univers, Miss USA, Miss Teen USA et Miss America sont toutes des femmes noires. C'est un grand chelem. Voilà, c'est ça, c'est un grand chelem. On a fait un sondage sur Twitter pour recueillir vos avis sur cet événement. Donc la sud-africaine, Zozibini Tunzi et Miss Univers, une femme dark skin avec les cheveux naturels, courts et couronnés. On est content de... point d'interrogation. Première option, Black Girl Magic. Deuxième option, c'est concours misogyne et raciste. Et troisième option, les rageurs rageront. Vous avez été 65% à vous en féliciter, donc Black Girl Magic. 6% à dire que c'est un concours misogyne et raciste. Je pense que j'aurais été dans les 6%. Et 30% à dire que les rageux rageront. François, déjà, toi, qu'en penses-tu ? Alors déjà, je suis très content qu'une femme qui a à peu près la même coupe de cheveux que moi, quand je vais chez le coiffeur, ait gagné. Parce que du coup, je me sens représenté et je me sens aimé. Voilà, le dégradé vaincra. Non, plus sérieusement, à titre personnel, je la trouve extrêmement, extrêmement belle. Et je pense que j'aurais voté... Je pense que j'aurais voté les rageux rageront, moi. Je pense que j'aurais voté les rageux rageront parce que je serais pas resté dans une posture. De toute façon, c'est un peu le piège du trash iconique, tu vois, c'est de se retrouver dans une posture un peu binaire. Et je suis d'accord pour dire que le concours Miss Univers et les concours de beauté en règle générale dans les pays occidentaux ont plein de biais intrinsèques à la... Pas que dans les pays occidentaux, hein. Tu vois, les élections de Miss en Amérique latine, en Afrique, il y a du colorisme, etc. C'est spécial aussi. C'est vrai. Enfin bref, je suis d'accord pour dire en gros que les concours de beauté ne sont pas woke. De toute façon, le principe même d'un concours de beauté, c'est chelou. Mais je suis pas non plus en train de tomber dans l'adoration complète et sans aucun recul. Donc je pense que j'en tiendrai une forme de détachement ironique à propos de ce truc, en mode les rageux rageront, et tous les gens qui ont dit dans les commentaires, ouais, il y a plein de meufs qui étaient plus belles. Alors mec, c'est Miss Univers, donc il y en a un peu moins que la moyenne déjà. Il y en a un peu moins que plein. Voilà, c'est ça. Et ensuite, tous les commentaires que j'ai vus, notamment sur Twitter, en mode ouais machin, elle est pas belle, si elle a ça, enfin bon, c'est pas très constructif, et j'ai envie de te dire que ça arrivera à chaque concours de beauté, même pour une femme blanche, même pour une femme noire, enfin peu importe les femmes, malheureusement ça va toujours arriver, donc les rageux rageront, quoi. Moi mon premier truc, c'est déjà j'ai beaucoup de mal à me passionner pour les concours de Miss. Je trouve ça ringard. Je regarde pas la télé en direct à part le foot. Donc du coup, je vais jamais, tu vois, que même Miss France, j'oublie de regarder ça. Tu consommes plus les médias de flux. Non, quasi pas du tout. T'écoutes pas de radio, t'écoutes que des podcasts. Exactement. Ouais. Et du coup, ces espèces de trucs. Alors là c'est Miss Univers, mais même Miss France. Voilà. Le deuxième truc que je me demandais, Donald Trump, c'était à lui Miss Univers à l'époque. C'était Miss Univers, je crois que c'était à lui. Miss World. Je confonds tout le temps Miss Univers et Miss Monde en fait, donc je saurais pas te dire lequel des deux.
Mais voilà, les trucs de se féliciter de sa victoire, ben, je sais pas, c'est-à-dire que mettre une femme en maillot de bain pour la faire défiler et lui donner des notes ou dire qui est la plus belle, en soi, je trouve que c'est pas très progressiste. Voilà, mais si ça doit se faire, il faut que ce soit une noire qui gagne. Sinon c'est raciste. Est-ce que tu as vu la photo, l'une des photos de la soirée du coup au moment où la gagnante a été couronnée, et derrière elle, en fait donc tu l'as dit, c'est Miss Sud-Afrique, c'est ça, Afrique du Sud. Et ben derrière elle, il y a Miss Nigeria qui est l'une des seules autres femmes noires du concours. Elle est juste derrière, donc t'as toutes les meufs qui sont en train d'applaudir et elle est en mode sourire d'une oreille à l'autre. Elle a les 2 pouces en l'air en mode yeah girl, tu vois, you go girl. Non, c'est cool. Il y a eu un tweet comme ça qui a percé, qui disait regardez la réaction de Miss Nigeria, on sent que la meuf, bon, elle a pas gagné, mais elle est derrière, trop contente que ce soit une femme noire qui a gagné. Non, puis il y a le truc des cheveux, ce que tu disais. I grew up in a world where a woman who looks like me, with my kind of skin and my kind of hair, was never considered to be beautiful. And I think that it is time that stops today. I want children to look at me and see my face. And I want them to see their faces reflected. En gros, elle dit qu'elle a jamais grandi dans un monde où une femme avec son type de peau, son type de cheveux a été considérée comme belle et qu'il était temps que ça change aujourd'hui. Donc oui, ça permet de franchir quelques barrières. Et puis en plus, elle a eu un discours assez intéressant qui soulève les foules, etc. Donc comment on conclut ? Qu'est-ce qu'on en dit ? Que c'est bon pour la culture ? Que c'est toujours positif, en fait. On prend bah, bien sûr qu'on prend, parce que tu vois, tu vas pas... Quitte à ce que certains trucs ne changent pas, c'est-à-dire quitte à ce que les concours de beauté qui sont pas cool, sexistes, tout ça, et c'est vrai, quitte à ce que les concours de beauté continuent à exister, autant qu'il y ait des personnes noires qui investissent ces espaces-là où ils n'étaient pas forcément, bienvenus avant, autant qu'on soit là, quoi, tu vois. Et puis on changera le système en même temps, ou à côté, ou après. Sympa. Ouais, alors du coup, on rentre dans le... Comment dire, dans le plat de résistance, le consistant de l'émission, sur la question de 2009-2019. Moi, j'ai envie de vous parler de là où j'en étais en 2009 et des choses qui me marquent. En 2009, c'est une année pas facile. Je vis entre Paris et Rennes. Je suis élève à l'école de la santé. C'est un cauchemar, une erreur d'orientation. Et je me rends compte rapidement que je m'intéresse beaucoup plus à la télé, au cinéma, aux livres, que, je sais pas, aux finances et aux ressources humaines d'un établissement public. Parce que t'aurais gagné plus de thunes. C'est possible, c'est possible. En étant fonctionnaire. Mais voilà, j'ai pas fait ça. Et du coup, il y a un film de 2009 qui est sorti en 2009 et qui m'a un peu marqué. C'est un film français avec un casting et un réalisateur noir. Ça s'appelle La Première Étoile. On a, il y a longtemps, sur un autre média, déjà parlé de La Deuxième Étoile, de l'œuvre de Lucien Jean-Baptiste, dont on n'est pas fan, et c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Mais c'est qu'en fait, je fais dans ma tête une sorte de comparaison 2009-2019, et il n'y a pas beaucoup de noirs, on l'a déjà dit, on s'en est déjà plaint à plusieurs reprises. Il n'y a pas suffisamment de noirs dans les médias, à la télé, au cinéma en France, mais la grande comédie, enfin en tout cas le grand succès avec un réalisateur, un casting majoritairement noir en 2009, c'est La Première Étoile, qui est une comédie familiale assez inoffensive, certains diront voire même niaise. Et en 2019, qui est-ce qui vient de passer le million de spectateurs en salle? C'est Les Misérables de Lajli, qui est pour moi l'exact opposé, et j'ai l'impression que ça veut dire quelque chose. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans pour qu'on passe d'une comédie où on se tient tous la main, France Black Blanc Beurre, à un film au vitriol sur la situation, sur les violences policières à Montfermeil. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? S'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là! T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement on joue pas, nous. Je trouve que de toute façon tu vas en parler, j'imagine, dans le truc, mais je trouve que rien que le making of de ton segment, c'est intéressant, parce qu'on s'interroge un peu sur qu'est-ce qu'on va mettre dans l'épisode, etc. Toi tu dis moi j'aimerais bien faire une sorte de pont entre ces deux films, et moi direct je te dis en fait
pourquoi tu fais un pont entre deux films qui ont a priori rien à voir, entre un film qui sera peut-être oscarisé, donc avec un positionnement, on va dire, pas haut de gamme, mais c'est un film d'auteur extrêmement politique, avec du contenu, de la substance, tu vois, et de l'autre côté, en 2009, une comédie, tu vois, de Lucien Jean-Baptiste, avec pas beaucoup de charges politiques. La première étoile, elle n'était pas au César, elle n'était pas aux Oscars, et c'est pas du tout la même chose, quoi. Non, mais il y a, j'ai l'impression que les deux films sont un peu symptomatiques de deux périodes différentes, où en 2009, il y avait déjà des films qui parlaient de cité, qui parlaient de violence, qui parlaient d'injustice, qui parlaient de racisme, mais qui n'avaient pas cette ampleur-là. C'est un exercice hyper compliqué qu'on a du mal à accepter de faire en France. La question du financement, etc., on en parlera un petit peu plus loin. Et pendant toute la décennie, j'ai eu ce sentiment que à chaque fois que j'allais soutenir en salle des films avec un réalisateur ou un casting noir, ça aussi on y reviendra, j'ai constamment été déçu, ou en tout cas pas emballé, quoi. Et donc là, pour une fois, il y a un changement, et c'est marrant que ça arrive quasiment à 10 ans d'intervalle, jour pour jour. Moi, ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est que la première étoile, c'est un film qui m'a personnellement touché, justement à un moment où je savais pas trop où j'en étais de ma vie, et que je voyais, donc il s'appelle Jean Gabriel, je crois, le personnage principal de la première étoile. Attends, en 2009, tu es déjà en France, c'est ça? Ouais. T'es entre Paris et Rennes, t'es là depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. D'accord, ok. Donc t'es pas le gars fraîchement arrivé de Martinique. Non. Ça fait 5-6 ans que je suis là, et je me dis que je commence peut-être à faire des vieux os, que j'ai pas ma place ici, que j'ai pas spécialement envie de rester, pas forcément envie de rentrer non plus, mais peut-être partir ailleurs, enfin j'en sais rien. Et je vois cette histoire de un mec antillais qui a complètement perdu lien avec ses racines, etc., qui vit dans un coin un peu pourri, qui a une famille, voilà, et qui galère financièrement, économiquement, pour emmener sa famille au sport d'hiver, quoi. Je dis, non, mais il faut pas que je reste en France, c'est horrible, faut que je me casse. C'est le film qui a failli te renvoyer chez toi. Ouais, ou en tout cas ailleurs, mais retourne dans ton pays. Mais voilà, c'est vraiment ça. Et j'étais là, mais ouais, peut-être en fait qu'il faut y aller. Et donc il y a ça, il y a ce truc qu'il y a vraiment un truc inoffensif qui, moi, m'avait agacé, avec un peu le sentiment que tout se guérit, notamment le racisme se guérit par la gentillesse, par ne soyons pas menaçants. Et de toute façon, je pense que le salut viendra pas des comédies. C'est-à-dire que la comédie française je vous renvoie vers la vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Calmos. D'un certain David H, qui montre bien l'amour que la comédie française a pour les personnages un peu réac, un peu Christian Clavier, en fait, tu vois, ce truc-là, et qu'on n'arrive pas nécessairement à incarner, qu'on n'arrive pas à donner à des acteurs noirs. Du coup, les comédies avec des noirs en France, c'est toujours une déception. Et donc moi, pendant la décennie des années 2010, j'ai un peu le sentiment d'avoir joué le jeu, tu vois. J'ai vu Dans le désordre, j'ai vu Casse Départ, Il a déjà tes yeux, Bande de filles, Black Snake. Intouchable. Black Snake. Intouchable, j'ai pas vu au cinéma. J'ai piraté. Le Gang des Antillais, La Deuxième Étoile, etc. Et c'est souvent, tu vois, des espèces de white gaze, tu vois, de regard blanc. On a souvent aussi la figure du prof blanc qui va en banlieue sauver les enfants en difficulté, etc. Ladjli, c'est tout l'inverse. Ladjli, quel que soit le média qui lui tend le micro, il dit je crois plus en la France, Black Bomber. Il cherche pas à se montrer comme un type, tu vois, d'une génération un peu plus à l'ancienne, qui va toujours prôner le vivre ensemble, les trucs un peu naïfs. Lui, il a un parcours différent, tu vois, il est passé par Courtrajmé, c'est un proche de Kim Chapiron. Il dit par exemple, en parlant des difficultés à tourner son film, il dit j'ai rencontré plein de producteurs qui m'ont proposé des projets allant de la comédie à des trucs de commissariat, et j'ai tout refusé. Il a dit qu'il a préféré attendre le temps nécessaire pour collaborer avec les personnes qui comprenaient ses désirs artistiques. Les Misérables, c'est un film qui a coûté 4 millions. En fait, il a utilisé la moitié de son budget pour tourner le film, et il a fait ce choix un petit peu, tu vois, un peu radical de prendre plus de temps à faire son film pour pouvoir vraiment défendre ses idées, et ça ne ressemble pas à d'autres films français de cité ou qui abordent ces questions-là. Toi, tu l'as vu, tu m'as dit aussi que tu avais pris une petite claque. Oui, j'ai adoré. Après,
Disons que j'ai aussi été un peu surhypé, on va dire, par les critiques, l'effet Oscar, l'effet Emmanuel Macron qui a adoré, qui du coup il faut absolument faire quelque chose pour ces quartiers. Mais oui, clairement le propos m'a bien claqué, et surtout la fin, quoi. Enfin, je dis rien, mais la fin, l'image de la fin, elle restera. Je pense que c'est une image qui va devenir iconique. Enfin, j'espère que ça va devenir iconique. Ben moi, j'ai trouvé non seulement que c'était bien joué, j'ai trouvé que l'absence de budget ne se voit quasiment pas. Non, et puis de toute façon, c'est pas une histoire qui nécessitait non plus un budget de fou, hein. Non, mais c'est un film super réaliste. Ce que je veux dire, c'est que ce film-là, tu le fais dans des moyens, enfin, tu vois, dans des trucs de production classiques, ça vaut 3, 4, 5 fois plus cher que le budget annoncé, tu vois, ça va très vite dans le cinéma. Et en fait, dès le début, même avant le film, il y avait Les Misérables, la version court-métrage de 2017 que j'avais vue, et tu sens que déjà l'idée du drone, de voir, d'être vu, de renversement de position de force, etc. Le mec avait une idée, il avait une vision, et ça c'est super cool. Donc j'ai été et puis voilà, le succès qu'il a, dépasser le million pour un film comme ça, c'est du rarement vu, et la comparaison avec La Haine il y a 25 ans est en plus pas usurpée. La Haine, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, tu rencontres des mecs à l'étranger qui connaissent un peu tu vois, un mec un peu cool, et tu vois, je connais La Haine, tu vois, c'était vraiment ce truc-là. Je pense que dans les années à venir, ce sera Les Misérables et pas la version comédie musicale, tu vois, qui va reprendre ce truc-là. Et je suis bien content. Ouais, mais alors, c'est quoi le lien que tu fais avec le lien que je fais, c'est que déjà. Moi, j'ai l'impression qu'à la fin des études, j'ai toujours été assez pessimiste sur cette question-là, tu vois, sur la question de la représentation des personnes de couleur, des noirs, dans l'audiovisuel en France. Et c'est quelque chose qui m'a quasiment toujours été confirmé tout au long des années 2010. Et j'ai l'impression que sur ces derniers mois, il y a un petit frémissement, il y a des choses qui sont en train de changer. Je prends l'exemple des Misérables parce que c'est celui dont on parle le plus, mais il y a toute une nouvelle génération qui me prouve qui indique que les choses sont en train de changer, comme s'il y avait des nouveaux entrants. C'est ce qu'on disait avec... C'est ce qu'on disait avec Fadili Camara l'autre jour, là, dans l'épisode qu'on a fait avec elle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle disait, elle, qu'elle avait l'impression qu'il y avait un renouvellement générationnel, et que la nouvelle génération de créatifs, on va dire, que ce soit les acteurs, les chanteurs, etc., noirs, était différente, quoi, plus engagée, plus radicale, plus unapologétique, comme on dit en anglais. Ouais, et puis aussi, il y a peut-être de la place pour eux, notamment ce qu'on disait, quand je parlais des nouveaux entrants, c'était pas seulement des jeunes réals, des jeunes créas, etc., mais c'était aussi de nouveaux médias. Juste sur Netflix, il y a la série Mortel, qu'on a commencé tous les deux avec un casting beaucoup plus varié, inclusif, je sais pas comment il faut dire pour pas se faire tailler, qui montre qu'il y a des changements. Il y a Banlieusard, j'ai enfin vu hier, de Kerry James. C'est pas bien, mais je suis content pour Kerry James qu'il ait pu prendre l'argent de Netflix, c'est cool. Et puis là récemment, un truc que j'ai trouvé assez encourageant, c'est Ava DuVernay, qui dans sa story sur Instagram a fait un gros big up à Lajli pour Les Misérables, et également à Mati Diop pour Atlantique. Netflix a racheté les droits de diffusion hors France d'Atlantique, donc j'ai pu le voir parce que j'ai raté au cinéma. Alors ça, je sais pas si c'est avec un VPN. Alors ça, je sais pas si c'est parce que je connaissais pas avant et que je m'y intéresse que depuis quelques années, ou s'il y a une vraie évolution. Mais c'est un truc, quand tu parles d'Ava DuVernay, que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a une forme de mondialisation. En tout cas, mondialisation vraiment. Il y a une forme de mondialisation de cette black culture. Qui, justement, il commence à y avoir, parce que tu sais, on se fait tailler des fois quand on utilise l'expression black culture. Parce que oui, évidemment, un Nigérian, un Zimbabwéen et un Américain, ils ont beau être tous les trois noirs, à part tu vois, ils ont pas grand chose en commun. J'ai l'impression qu'il commence à y avoir une mondialisation de cette culture, tu vois, dans la musique, avec l'afro-pop, les Burna Boy qui font des sons avec des futurs, etc. Les Gold Link, tout ce que tu veux, mais aussi dans le cinéma et dans d'autres formes de médias. Ça, pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose. Je sais pas si ça existait avant, par exemple. Est-ce qu'il y a 10 ans, ça existait déjà ? Est-ce qu'un Spike Lee copinait avec un réalisateur noir français, je connais pas. Tu vois, ou est-ce que c'est nouveau, ou est-ce que c'est moi qui sais pas ? Je pense que, alors,
tu vas forcément trouver une photo de Spike Lee d'il y a 10 ans avec un réalisateur noir français. Donc je vais pas dire que c'est. Non, je suis pas sûr. Je vais pas dire que c'est impossible, j'en sais rien. Mais c'est sûr que, à mon avis, Ava DuVernay, elle a peut-être vu le film sur Netflix et dit c'était mortel. Et puis t'as des trucs. Bon, après là, c'est très parisien ce que je dis, mais il y a des festivals comme Brown Sugar Days où on va directement diffuser des films afro-américains en VO, tu vois, noirs américains, tu vois, en VO, de manière beaucoup plus directe, tu vois, et large qu'avant. Enfin, c'est mon impression. Ouais. Bon, en tout cas, Atlantique de Matty Diop, ça mérite aussi la hype. Ça m'a fait penser un petit peu à aujourd'hui, un film d'Alain Gomis avec Aïssa Maïga et Saul Williams. J'ai pas vu. Pareil, assez fou. Et non, donc c'est très bien. Moi, en fait, j'ai pas de conclusion définitive sur est-ce que les choses vont aller mieux dans la prochaine décennie, mais j'ai comme le sentiment, alors que je suis plutôt comment dire, de nature pessimiste sur ce sujet-là, tu vois, je suis un mec joyeux, content dans la vie, mais sur la question des Noirs en France au cinéma ou à la télévision, j'ai toujours dit que c'était nul, que limite c'était difficile de pas le dire trop fort pour pas vexer les gens, mais genre c'est nul ce qu'on a, je suis pas aussi optimiste que toi. Même sur la question du frémissement dont tu parlais avec l'HD, je suis pas d'accord. Parce que en fait, chaque année, ou du moins tous les 2-3 ans, on a un Divine, un bande de films, même si rétrospectivement, en fait, voilà, c'est un film très problématique, tout ce que vous voulez, mais bon, il était là, on va dire. Tu vois, on va dire que tous les 2-3 ans, comme ça, t'as le film un peu social et politique sur la question des quartiers, la question des banlieues, mais en vrai, ça change. C'est mon avis. Alors, moi aussi, je vais vous ramener un peu en 2009. En 2009, j'étais, imaginez, François Oulac, jeune étudiant de 21 ans en lettres modernes à Paris. Je vivais en coloc avec ma sœur à l'époque. Mon quotidien, c'était quoi ? C'était passer du temps avec ma copine. C'était sécher les cours de fac. Je me droguais aussi un peu. J'apprenais le sea-walk également. Je faisais du sea-walk à Châtelet. Nice. Et je traînais dans les boutiques, à la Fnac de Châtelet, donc à Paris. À l'époque, j'avais soit le Yule, soit l'afro. Ouais. Et puis j'avais évidemment collier de barbe là comme ça. J'avais le collier de barbe qui fait le tour du visage, tu sais, j'ai envie de dire à la M Pokora, mais c'est à la DMX on va dire. J'avais le petit baggy, tu sais, Marité François Gerbeau, tu vois lesquels c'est, avec les poches devant là, le M plus FG. Et puis j'avais le t-shirt triple XL avec évidemment le filet de pêche qui dépasse. Normal. Tu vois le filet de pêche. Oui, bien sûr. Pour les personnes qui savent pas, c'est, vous savez, les espèces de débardeurs à trous, on va dire, que portent la plupart que portaient, je sais pas si c'est encore à la mode. Ça se porte plus trop quoi, les Caribéens, voilà. Donc moi je mettais mon filet de pêche et puis ça dépassait dessous mon t-shirt triple XL et tout. C'était mon swag. J'ai ramené des photos de moi à l'époque. Je suis revenu dans mon Facebook en fait. Je suis revenu dans mon Facebook et j'ai sorti les 2 seules photos qui me restent dans mon Facebook de 2009. Donc tu me vois là avec... Ah oui, évidemment, j'avais le kéfi coloré. Là, tu le vois pas bien, mais je me rappelle que j'avais le kéfi kaki. Kéfi kaki avec Yule, t-shirt Bob Marley triple XL. Enfin, voilà. Tu portais des lentilles ? Je portais des lentilles à l'époque, Je portais des lentilles à l'époque. Voilà quoi, c'était le swag de l'époque. 2009 pour moi c'était un peu une fin de cycle aussi, c'était pas une année super facile. C'était ma dernière année donc de licence en lettres, c'était l'année qui précédait du coup mon master 1 où j'allais commencer à faire mon mémoire sur le complexe racial dans la littérature entière. Donc j'allais découvrir Fanon, Césaire, Glissant, etc. J'allais me radicaliser définitivement. C'était aussi la fin de ma première grande et sérieuse relation amoureuse. Donc l'année d'après ça allait être la rupture et ça allait être une année assez difficile pour d'autres raisons aussi, mais ça allait être une année assez difficile et on va dire qu'en gros voilà, c'était un peu la dernière année avec une forme d'entrée dans un âge pré-adulte, on va dire. Okay. Et donc quand je remonte mon Facebook, c'est assez drôle. Tu sais, c'était l'époque des statuts Facebook à la 3e personne. Mais oui.
Tu te rappelles? Oui, Tu sais, genre François Oulac Eta nanana. était machin, et s'est levé ce matin de mauvaise humeur, tu vois. Donc, quand je regarde mes statuts, c'était de la poésie de comptoir, c'était des citations de Admiralty et Arsenic, parce que je me croyais trop malin. J'ai un hommage à Obama aussi pour son élection, parce qu'il a été intronisé, du coup, élu en 2008, mais intronisé en janvier 2019. 2009, pardon. Donc j'ai mis un petit statut, j'ai mis Obama à la Maison Noire. Putain, wow. Et juste à côté, il y a un magnifique statut d'hommage à la mort de Philippe Nicolic des To Be Free. Ok. Ouais, parce que c'est cette année-là qu'il est mort. Okay. Bref, on vous avait dit que cet épisode-là, ce serait l'épisode qui ne nous rajeunit pas. Bref. Et donc 2009, c'est également l'année d'un événement pop culturel super important. C'est la mort de Michael Jackson. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Les hommages se poursuivent et les questions font leur apparition. La mort de Michael Jackson suscite de nombreuses interrogations sur les circonstances exactes de sa disparition. Nous irons à Los Angeles et avec nous ce soir... Alors, ce JT d'ailleurs était assez folklore aussi. Il m'a pas non plus... rajeuni, puisque ça parlait de François Fillon Premier ministre, et puis de grippe aviaire, enfin tout ça, c'était vraiment une grosse Madeleine de Proust. Bref, la mort de Michael Jackson, c'est vrai que c'est une des seules morts de célébrité, entre guillemets, dont je me souvienne très précisément. Toi, t'étais où? Tu faisais quoi? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Moi, j'habitais à Rennes, ouais, je me souviens, justement, là, ce moment-là, j'étais à Rennes, je sais plus ce que c'était, mais c'était le 25 juin, c'était fin juin, quelque chose comme ça? C'était le 25 juin. Ouais, je me souviens que c'était au printemps, etc. J'étais triste, ouais, mais en fait, je pensais que artistiquement, on avait déjà vu tout ce qu'on avait à voir de Michael Jackson. Il n'y avait pas de truc en plus en vrai à espérer. Quoi, il avait 50 ans, je pense. 50 ans, ouais, un truc comme ça. Ouais. Non, j'étais évidemment, j'avais adoré Michael Jackson gamin dans les années 90, mais c'est plus du tout ce que j'écoutais en 2009. T'étais où? Genre, tu faisais quoi précisément? J'étais en apéro chez un pote qui s'appelle Loïc, et le Capitaine. D'accord, ouais. Ok. Et comment tu l'as appris? Je pense Internet, je pense une notification sur T'avais déjà une notification à l'époque? Je pense, ouais, je devais avoir... Est-ce que j'avais pas mon premier iPhone à l'époque? Moi j'avais... Ah d'accord, t'es un peu une bourgeoise. Moi j'avais pas de... Moi j'avais un Alcatel très rincé, j'avais un Alcatel... Je crois que c'était un de mes derniers téléphones avec clavier physique. Ok. Bref, moi, donc Michael Jackson, il est mort le 25 juin, donc au début de l'été. Moi j'étais en vacances, en week-end, dans la maison de campagne d'un pote qui s'appelle Mallory. Et donc c'était le soir, parce que l'annonce a été faite dans la nuit, vers minuit et demi. Et donc on était dans la maison avait un énorme terrain, en fait, c'était pas un jardin qu'il avait, c'était un vrai lopin de terre, on va dire. Et du coup on était sur le terrain, dans le jardin entre guillemets, et on faisait un feu. En fait on faisait les chamallows grillés, tous ces trucs là. On était autour du feu. J'avais drogué. J'avais, tu vois la photo que je t'ai montrée où je suis donc en t-shirt, comme je te disais, en kéfi, kaki, t-shirt Bob Marley. C'est de l'eau. Okay. Non, c'est sincèrement de l'eau. Okay. Et c'était justement une photo qui a été prise, c'est vraiment un hasard, lors de ce week-end. Okay. Donc c'était une photo qui a été littéralement prise le jour où Michael Jackson est mort ou le lendemain. Okay. Et donc, comme je te dis, on était autour du feu. Et en gros, il y a quelqu'un qui est sorti de la maison, parce que nous, on n'avait pas nos téléphones, enfin, on avait nos téléphones, mais on n'avait pas Internet dessus, et qui a fait « Michael Jackson est mort !» et tout. Et j'ai fait en mode, ouais, c'est ça, machin, très drôle. Il a fait, ah, si, je te jure. Et pendant un quart d'heure, j'étais en mode, non, tu vois. Il est immortel. Arrête. Et donc, une fois qu'on a encaissé la nouvelle, on a passé une bonne partie de la soirée à échanger des souvenirs de Michael Jackson, tu vois, autour du feu, comme si on l'avait connu, tu sais, personnellement. C'était presque comme une veillée, tu vois, parce qu'on était là autour du feu, tu sais, limite, on aurait pu prendre nos chapeaux de cow-boy, tu sais. C'était assez drôle. Alors déjà, Michael Jackson, pour moi, la mort de Michael Jackson, précisément, c'est un marqueur générationnel, déjà. C'est un des souvenirs que j'utilise comme marqueur temporel pour savoir si je suis un boomer ou pas. C'est-à-dire que moi, j'avais deux trucs principaux. C'était la victoire de l'équipe de France en 98, et la mort de Michael Jackson. C'est-à-dire que quand je suis avec un petit cousin ou un truc, et je lui fais, ouais... Mais t'avais quel âge en 98 quand on a gagné? Tu vois, s'il disait j'étais pas né, ou alors je me rappelle pas du match parce que j'avais 3 ans. Ta gueule. Je commence à me dire que je suis vieux. Évidemment, le temps avance, et aujourd'hui, maintenant, c'est la mort de Michael Jackson. Ok.
C'est-à-dire que, par exemple, je parlais avec une jeune alternante au boulot il y a pas longtemps, et elle se souvenait pas de la mort de Michael Jackson parce qu'elle était trop jeune en fait. Elle était trop jeune. Je sais plus quel âge elle avait, mais elle était beaucoup trop jeune pour s'en souvenir. Et là, je me dis shit, commence à. Mais en plus, piquer. Là où c'est assez fort, je me demande, c'est pas un miracle des maisons de disques, mais Michael Jackson, il a énormément vendu, et la génération des gens qui étaient gamins, qui écoutaient pas du Michael Jackson à 2, 3, 4, 5 ans, ils ont quand même bouffé dans les années 2010 du Michael Jackson, la marque, des rééditions, des trucs et tout. La marque Michael Jackson, donc en gros tous les bénéfices et toute la thune liée à son nom et à ses productions culturelles restantes ou posthumes, la marque Michael Jackson en 2019 a généré près de 2 milliards de dollars. Oh. Donc en effet, l'héritage de Michael Jackson est bien présent. Et donc, au-delà de cette histoire de marqueur un peu générationnel, je trouve que c'est là aussi l'un des plus gros feuilletons pop culture de la décennie 2010, justement, ce qui est paradoxal puisque le gars est mort littéralement. Ça a commencé évidemment avec les funérailles. Donc les funérailles avec Janet Jackson, toutes les polémiques et toutes les controverses autour de la présence de Joe Jackson, son père, 17 000 personnes réunies au Staples Center, des hommages évidemment de toute la planète. Enfin, c'est du jamais vu. Moi, je me souviens pas d'avoir vu un enterrement de célébrité de cette ampleur-là. Même le pape, je me rappelle Jean-Paul II, je me souviens pas avoir. Tiens, encore un truc de boomer. La comparaison, quoi. La comparaison. À qui tu veux regarde, les Beatles se comparaient à Jésus. C'est vrai que. Mais en disant un truc sur Jean-Paul II, que c'était l'être humain le plus vu au monde, un truc comme ça, l'histoire de l'humanité, enfin je sais pas quoi. C'est possible, oui, parce que. Vu en vrai. Oui, c'est parce qu'il se déplaçait beaucoup, c'est vrai, non, mais c'est pas faux. Enfin bref, il y a. Ne serait-ce que les funérailles en soi, c'était un énorme événement. Évidemment, il y a aussi eu tout le feuilleton du mystère autour de la mort de Michael Jackson, avec le procès de son docteur Conrad Murray, qui a fait aussi pareil, ça a fait parler. Il y a une punchline de Nicki Minaj que j'aime beaucoup sur le remix de Flawless de Beyoncé, où tu sais, elle fait la KMJ Doctor, they're killing me. Ah, ok. Bref, il y a la question évidemment de l'héritage financier qui a beaucoup fait parler. Qui va récupérer les fruits du travail de Michael Jackson, qui va hériter son immense fortune, qui va payer les dettes aussi, qui va réussir à vendre le ranch de Neverland, etc. La question de l'héritage musical avec les albums posthumes, les Akon et Timbaland qui viennent, les Fergie, les Justin Timberlake, enfin tout le monde qui se dispute entre guillemets un peu l'héritage du padré, quoi. T'allais dire quelque chose? Non, j'allais rien dire du tout. J'allais dire que cette partie-là, cette partie-là, un peu, tu vois, sur l'héritage et ce qu'on en fait après. Moi, je suis pas très tabloïd ou presse people, etc. Donc, tu parles de l'héritage financier, du coup. Ouais, mais donc du coup, ça, j'ai pas trop suivi. Je pense même l'enterrement, j'ai pas vu d'image ou truc comme ça. T'as pas vu d'image? Ouais, parce que justement, j'aime pas trop cette presse-là, mais. Non, mais attends, excuse-moi, l'enterrement de Michael Jackson, c'est pas les tabloïds, c'est France 2. C'est France 2, mais je regardais déjà plus la télé en direct. T'étais déjà sur Netflix en 2009? Non, j'étais pas sur Netflix en 2009, mais je regardais déjà. Je pense plus la télé en direct, je regardais plus le JT. T'as commencé à faire ça, t'as commencé à tourner le dos à la télé avant que ce soit à la mode quand même. Ouais, un petit moment. Mais parce qu'en 2009, même YouTube, je crois que c'est en 2009 que YouTube a été lancé, mais presque en 2007, je crois. Non, j'ai des souvenirs de moi en stage en train de rien foutre et de regarder YouTube, genre dès les premiers stages, genre 2005 ou 2006, tu vois, des trucs comme ça. Cet épisode 2006, ne nous rajeunit pas. Ouais. T'étais où en 2006? T'étais déjà à la fac? Ouais. Ah merde, je dis ça en déconnant. Bah oui, je suis con, moi j'ai eu mon bac en 2006. Bref, évidemment, la question cruciale évidemment autour de Michael Jackson également, c'est l'héritage culturel au sens très 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 large du terme. Et en 2019, justement, pile 10 ans après la mort de MJ, cet héritage a été très 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 fortement terni et remis en question par la sortie du documentaire Living Neverland, documentaire réalisé par Dan Reed, avec des accusations, des témoignages de personnes, James Safechuck et Wade Robson. Tu te rappelles du Wade Robson Project sur MTV? Non. Émission de danse et de chorégraphie. C'était un concours, c'est comme un télécrochet de danse. Ah, et le mec, c'est comme ça qui... Non? C'est quoi en fait, Wade Robson, du coup, c'était le présentateur et chorégraphe de cette émission. Mais il a commencé à danser avec Michael Jackson. Il a commencé à danser avec Michael Jackson, il a rencontré Michael Jackson enfant, et c'est là qu'il a été, selon lui,
selon son témoignage, victime d'actes pédophiles extrêmement graves. Et donc, bref, le White Robson Project, c'était juste pour dire que ça non plus, ça ne rajeunit pas, ça passait sur MTV à l'époque. Chiche. Donc, bref, les accusations qui existaient déjà dans les années 90 de pédophilie autour de Michael Jackson se sont très, très, très fortement, je pense, aggravées dans la perception publique en 2019 avec Living Neverland. Et donc, je trouve ça intéressant parce que je pense que ça pose des questions intéressantes par rapport à l'ADN des années 2010. Je pense qu'en fait, l'affaire Michael Jackson, et notamment cette histoire de pédophilie et ce documentaire, résume, entre guillemets, la décennie 2010. Parce que ça, tu vois, ça cristallise... Ça cristallise tous les questionnements et les débats qui ont jalonné la décennie, tu vois. Donc évidemment, la question du génie. La question du génie, les génies sont-ils tous des hommes déjà, et qui a-t-on le droit de qualifier de génie, et quand bien même cette personne serait un soi-disant génie, est-ce que ça pardonne Ça pardonne évidemment toutes les fautes morales et même légales, putain. La séparation, évidemment, l'éternel débat de la séparation de l'homme et de l'artiste. L'homme et l'artiste. Mais je pense que la séparation de l'homme et l'artiste, elle a pris vraiment une nouvelle dimension, je trouve, pendant les années 2010. Je pense notamment, ça c'est très très récent, mais non, c'est pas récent du tout, au contraire. Polanski, évidemment. Polanski, l'affaire R. Kelly. Polanski, ça me dit rien. Bien wesh. Enfin, tu vois, les questions en fait de moralité des artistes et d'impunité des stars en fait, et du rapport qu'on entretient à nos idoles a vraiment beaucoup évolué avec les années 2010. Pour moi, l'un des trucs qui a été créé, enfin pas créé, mais vraiment démocratisé dans les années 2010, c'est la question de ce que les Américains appellent accountability, la responsabilité, le fait de devoir assumer quand on fait des conneries et qu'on est une star. Je voudrais même ajouter un truc, tu vois, sur toutes ces discussions, lorsque c'est un peu une injonction à plus écouter ou à plus regarder un artiste qui a déconné, qui a fait de la merde. Et donc, quand au cours des années 2010, on a fait ouais, machin, Chris Brown et Usher et machin, etc. Moi, Michael Jackson, c'était ma botte secrète. J'étais là. T'es en train d'appeler au cancel de à peu près la terre entière, mais je suis sûr que t'as une tête de fan de Michael Jackson. Et quand ça va tomber sur Michael, quand la vérité va tomber, ça va vous faire mal. Et ouais, parce qu'en fait, deux réflexions. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos morts en fait. C'est-à-dire que la question du cancelling est super intéressante. On en a déjà parlé. On en parle quasiment tous les 2 ou 3 épisodes du Chip. Donc c'est même pas la question. Mais c'est intéressant. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait des gens qui étaient problématiques et qui sont, tu vois, de manière rétroactive. Donc c'est super intéressant. Et tant qu'on n'aura pas résolu cette question-là, on n'aura pas résolu la question du counseling des vivants, pour moi. C'est trop facile de dire, je sais pas moi, Harvey Weinstein doit être condamné. Évidemment qu'il doit être condamné. Non, c'est pas trop facile. Et il le sera. Non, j'ai pas fini la phrase. C'est facile de dire que Harvey Weinstein doit être condamné, mais que Michael Jackson, parce qu'il est mort ou que je sais pas quoi, il doit passer entre les mailles du filet, tu vois, et continuer à consommer sa musique, ou celle de James Brown qui frappait sa femme, ou de John Lennon qui frappait sa femme, ou celle de... je vais t'en faire une liste comme ça. Bref, tout ça, on en a déjà un peu parlé. Mais le but, c'est pas de refaire un débat sur la cancel culture ou un truc comme ça. Ce que je veux dire, c'est que comme tu disais, et c'est super intéressant, Michael Jackson, c'est un peu devenu le point Godwin des années 2010 de tous nos débats. Question de la race, même la question de la race. La question de la race, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu vas dire à Rachel Dolezal, là? Voilà. Et Michael Jackson, alors qu'est-ce qu'on en fait? Affaire R. Kelly, ah ouais, Michael Jackson, qu'est-ce qu'on en fait? Chris Brown, il est nouveau Michael Jackson ou pas? Parce qu'il y a aussi la question, là je suis sur les trucs un peu moins politiques, mais par exemple, on cherche encore le nouveau Michael Jackson, tu vois, et ça s'est posé. Est-ce que Beyoncé est la nouvelle Michael Jackson? Est-ce que The Weeknd est le nouveau Michael Jackson? Est-ce que Drake est le nouveau Michael Jackson? Est-ce que le nouveau Michael Jackson n'est pas un rappeur, par exemple? Donc bref, on va dire que pour moi, l'affaire Michael Jackson, et notamment la fin de l'affaire Michael Jackson, on va dire, représente une sorte de point Godwin de la pop culture. Et aussi une forme d'horizon indépassable en fait, parce que comme je te disais, je pense qu'on a redéfini notre rapport à nos idoles et à la célébrité. On est à la fois plus proche d'elles et en même temps on les goume un peu quand ils le méritent. C'est super intéressant. Et la question qui pour moi va se poser dans les années à venir, et à laquelle, si tu réponds pas à celle de Michael Jackson, tu répondras pas à la question, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on dépasse ça en fait. Une fois qu'on a dit c'est pas bien, ou enfin tu vois, une fois qu'on a eu ce débat sur l'accountability, qu'est-ce qu'on en fait, comment on dépasse ça, comment on avance en fait, tu vois.
Et ça, j'ai pas la réponse. Je me souviens d'un très bon épisode, c'est toi qui me l'avais fait écouter d'ailleurs, de Amanda Seales, la meuf qui joue Side Effects. Voilà, Side Effects. Donc Amanda Seales, c'est une actrice qui joue dans Insecure, c'est celle qui joue la blonde. La blonde, ouais, la blonde qui se marie, la bougie black bitch. Ouais. Bref, et qui dit qu'en gros, la cancel culture, pour elle, doit donner lieu à une redemption. Je me reprends, c'est pas Side Effects, c'est Small Doses. Small Doses, oui, désolé. Mais je savais qu'il y avait un truc médicamenteux dans l'histoire. Et donc, elle dit qu'en gros, la culture de l'annulation doit donner place à une culture de la rédemption. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans une sorte de binarisme, de binarité, il faut, au bout d'un moment, accepter les gens qui sont annulés et les obliger à les foutre, leur foutre le nez dans leur caca, comme on fait avec les animaux, et les obliger à changer. Parce que le fait de juste les effacer de l'espace public, ça va rien faire. Bon, évidemment, la question pour Michael Jackson, elle est à moitié réglée parce qu'il est mort, mais je pense qu'il faudra aussi s'y atteler, quoi. Donc voilà, c'est ma prédiction pour les années 2020. Les années 2020. Et on arrive aux recommandations. Je suis le seul, du coup, à avoir une reco. Eh bien, ouais, j'ai pas de recommandation pour cet épisode. Je voulais vous recommander un documentaire sur le dancehall, mais j'ai pas eu le temps de le mater, et je recommande que les trucs que j'ai matés ou consommés personnellement, donc désolé, mais elle est pas là, donc y'a que toi. Ok. Il y a 2 semaines, je vous avais recommandé l'album de FKA Twigs, et j'ai pu le voir la semaine dernière, à la salle Playel, parce que j'avais passé une petite annonce. Je l'ai vu il y a une semaine à la salle Playel, et c'était extraordinaire. Bref. Tu passes ton temps à faire des points de bourgeoise pendant cet épisode. Tu ne regardais pas la télé déjà en 2009. T'étais cool avant tout le monde. Et tu écoutes FKA Twigs. Ma recommandation pour cette semaine, c'est une Ok, j'arrête. C'est une série française qui en a sa 3e saison. Non, plus. Ça s'appelle Platane. Ah oui, et comme il le dit, c'est la saison tri. C'est pas la saison 3, c'est pas la saison 3, c'est la saison tri. Platane, arbre, jeu de mots. Platane, saison 3. La création originale ultime d'Éric Judor. Bientôt sur Canal+. Ah frère, je t'ai pas dit, mais la saison 3 de Platane, ça a annulé. Qui t'a dit ça? Le black, là. Quel black? Bah celui qui a le défrisage carré plongeant. Il y a un black avec un défrisage et un carré plongeant à Canal? Bah oui, c'est tous comme ça à Canal maintenant. Éric Judor, j'adore. Platane, il y a 2 saisons qui sont donc disponibles sur MyCanal si vous avez jamais regardé. Et donc la saison 3 commence. Éric Judor, donc du duo Eric et Ramzy, que tout le monde connaît, je pense, en tout cas de notre génération, par la série H, avec aussi Jamel Debbouze à l'époque. Platane, c'est absurde, c'est incroyable. Là, dans la saison 3, il fait les réalisateurs de pubs. Il est nul. Il travaille pour la société Havas. Il fait des sketchs pour vendre des espèces de pilules contre, je sais pas, les flatulences, etc. Et donc son sketch est super problématique. Ça reprend des clichés, des accents, des trucs comme ça. Donc il se retrouve un peu dans la mouise à cause de ça. Et à côté de ça, ça prend presque des proportions de films, de séries à la David Lynch. Ça devient de plus en plus sombre, absurde. Il y a des scènes qui m'ont fait mourir de rire. En même temps, il rentre dans le malaise comme personne. Eric Judor, il est noir, il est afro-descendant, il est métis. Et dans la saison 2, il s'était un peu intéressé à ses origines guadeloupéennes. Donc il y avait la saison 2 en partie en Guadeloupe. Qui était martiniquais. Non, en Guadeloupe. Et l'autre partie de son identité, c'est l'Autriche. Donc là, dans la saison 3, il semble plutôt se pencher sur justement ses origines autrichiennes, parce que c'est en fait, dès le premier épisode, on apprend qu'il, enfin, en tout cas, il pense être la réincarnation d'un Autrichien très célèbre, qui n'est pas Mozart et qui n'est pas Arnold Schwarzenegger. Je me suis retenu de faire une blague en mode « Ah ouais, le gars, il est guadeloupéo nazi ». Je l'ai pas fait, je tiens à le dire. Lui, il l'a fait. D'accord. Lui, il l'a fait. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il s'est passé quasiment une décennie entre les saisons, je crois 6 ou 7 ans. Et il a l'air de dire « Ah, vous aimez les trucs dark, vous aimez les trucs sombres ?» Je vais vous en montrer. Et c'est pas tout public, pas dans la mesure où c'est violent, il y a du sexe et tout, mais même le type d'humour et les choses sur lesquelles il rigole, voilà. Mais en tout cas, je suis super content dans le paysage audiovisuel français de voir quelqu'un qui a autant de liberté que lui. C'est-à-dire que c'est un mec qui, à la fois, va avoir un côté humour absurde, hyper de niche, et il se permet de critiquer
le cinéma français. Il y a quelques années, sur Europe 1, il avait dit non mais attendez, le cinéma, c'est les comédies, c'est de la merde, tout en jouant dans des films avec, comment il s'appelle, Kev Adams. Et à côté de ça, il est vachement dans l'autodérision parce qu'il se présente comme un sombre con. Et en plus, il joue sur le côté méta puisqu'il joue Éric Judor. Donc bref, allez voir la saison 3 de Platane. Je mettrai la saison 1 du coup. Ouais, mate la saison 1. Il y a des blagues, il y a que lui qui peut me faire rire sur ces trucs-là, même si pub à l'époque où il faisait des pubs pour EDF, j'ai trouvé mortel. Bref, allez voir ça, la saison 3 de Platane. Voilà, c'est tout pour moi. C'était le Cheap, on revient en 2020. Putain, ça passait vite. Hein. Joyeux Noël, bonne année du coup, hein, on vous le dit en avance. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Instagram. Je crois que c'est @leparis. Ah le bâtard. Ah le bâtard. @le Cheap Podcast. @le Cheap Podcast. Il a voulu plugger le Paris Noir. Je suis désolé, j'en ai plus besoin. Mais suivez-le aussi sur @le Paris Noir si vous voulez. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, SoundCloud, toutes vos applis de podcast habituelles et chez votre marchand de journaux. Ça aussi, c'est une référence à 2009. Laissez-nous une review sur Apple Podcast et mettez-nous 5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement. Pardon, je voulais également parler une dernière fois du jeu de société. Le jeu de société sort du coup. C'est déjà une nouvelle, je suis très content. Ils sont en février 2020. En février 2020. Ouais. On a prolongé de quelques jours, mais je sais pas si ce sera toujours là d'ici vendredi, mais Joël me disait qu'il a fait un Okepal qui permet d'acheter encore quelques jours le jeu. D'accord, donc vous pouvez encore acheter le jeu si vous avez raté l'épique remontada du Ulule. Voilà, cette émission a été réalisée par Victor Dubin, à qui on fait un brotherly dap sur l'épaule. À très bientôt, gros bisous.